On reprend. Donc, je continue par toujours l'étude de la différenciabilité. Donc, vous avez la différenciabilité, la différentielle d'une application composée. Alors, bien évidemment, deux fonctions qui sont différenciables, leurs composés aussi sont différenciables. On va voir comment la différentielle se comporte dans ce cas. Donc, on a deux 5 différentiel d'une application composée. Alors, nous avons le résultat suivant. Soit f est une fonction définie sur un voisinage V d'un point A de Rn à valeur dans Rp et G une fonction définie sur un voisinage W de f de A à valeur dans Rq. Donc, soit on considère donc f une fonction définie sur un voisinage V de d'un point, pardon, c'est d'un point A de Rn à valeur dans Rp. Et j'ai une fonction définie sur un voisinage W de point A, de point F de A, pardon, F de A, à valeur dans RQ. On va supposer que F de V est inclus dans W et nous avons F est différenciable au point A et G différenciable au point F de A. Donc, vous avez trois conditions. La première, c'est que l'image de V par l'application F, il est inclus dans W. Et en fait, F doit être différenciable au point A et G doit être différenciable au point F de A. On suppose que F de V inclus dans W et nous avons F est différenciable au point A. Point A et G est différenciable
au point f de A. Alors, le composé, il est différenciable. Alors, la fonction composée, la fonction composée G rho F est différentiable au point, au point A. Et on a la différentielle du composé G rho F au point A est égale à la différentielle de G au point F de A composée de la différentielle de F au point A. Alors ici, on veut en quelque sorte écrire les choses sous sa forme matricielle, même si dans le cas de composé, on aura les éléments suivants. Donc la matrice jacobienne de F doit être de type Pn et la matrice jacobienne de G doit être de type Qp pour pouvoir avoir la matrice jacobienne de G rho F qui sera de type Qn. Regardez la remarque, c'est l'objet de la remarque suivante. Nous avons remarque, désignant par AF de X la matrice jacobienne de F au point X, on a la correspondance suivante. La dérivée de X, sa matrice jacobienne, il correspond à une matrice de type bien d'ordre Pn. La matrice, la différentielle de G au point Y ou bien au point F de A, donc sa matrice jacobienne, elle est d'ordre QP. Il s'ensuit donc maintenant la matrice jacobienne donc, qui est associée à la différentielle de G rho F appliquée à X au point X est égale dans un côté, c'est la différentielle de G au point F de X, rho, la différentielle au point X. Il est associé à la matrice jacobienne à G rho F appliquée à X. Elle est d'ordre Qn. Ça veut dire en quelque sorte, alors, il s'ensuit
la relation suivante. Vous avez A, 0, F, appliqué à X est égal à G, appliqué à F de X, fois à F, appliqué à X. Alors, dans ce cas, donc, on peut parler d'un cas particulier donc, qui mérite d'être discuté. Alors, cas particulier du théorème, lorsque vous avez le Q est égal à 1. Donc, qu'est-ce que ça va se passer? C'est ce qu'on va voir par la suite. Alors, nous avons le cas particulier du théorème. C'est quand le Q est égal à 1. Soit, donc F défini de Rn à valeur dans Rp, G défini de Rp à valeur dans R, et nous avons E, F qui est égal à 0F, il est défini de Rn à valeur dans R. On va essayer de déterminer les dérivés partiels de F, de grand F. Déterminons les dérivés partiels la dérivée donc de rang de F par rapport à chaque composante xg avec g allant de 1 jusqu'à n pour g allant de 1 jusqu'à n. Donc, là, les dérivés partiels. En fonction des dérivés partiels de f et de g. Euh, En fait, ce qui nous pousse en fait à étudier le cas particulier en Q égale à 1. Donc, ce sont des éléments qui facilitent le calcul dans ce cas. Alors, on a AF de X est égal des rangs de FI par rapport à la dérivée de XG. Donc, c'est la matrice jacobien de F au point X.
avec I compris entre 1 et P, et G compris entre 1 et Q. Pardon, I, N. Voilà. Nous avons aussi la matrice jacobien appliquée à Y. Donc, c'est la dérivée de G par rapport à Y, Y de G, appliquée à Y, avec G compris entre 1 et P. Et nous avons la matrice jacobienne de F appliquée à X. Alors, c'est, d'après le théorème précédent, nous avons AG de F de X fois A, le matrice jacobien de F appliqué à X. Alors, si on veut écrire les choses sous sa forme matricielle, on doit avoir la chose suivante. Donc, soit, si vous aurez la dérivée de F par rapport à X1 appliquée à X, dérivée de F par rapport à X2 appliquée à X. Donc, si c'est une fonction qui est définie de RP, je pense, à valeur dans R, jusqu'à la dérivée de F, Rn, pardon, à valeur dans R. Et de l'autre côté, donc je vais écrire, pardonnez-moi, en fait, je vais pas utiliser le point espace, mais voilà, égal. Alors, je vais développer, en fait, le truc, la matrice jacobienne par rapport à F, puisqu'il s'agit d'une matrice, d'une fonction qui est numérique, ça veut dire qui est de R, P, à valeur dans, ici, si je l'ai, ah, à valeur dans R, donc je peux avoir un seul vecteur au lieu d'une matrice vecteur. Nous avons la dérivée de G par rapport à X1 appliquée à f de X cette fois-ci, jusqu'à la dérivée de G par rapport à XP appliquée aussi à f de X, et la matrice jacobienne qu'on obtient en calculant les dérivées partielles de chaque composante, chacune des composantes de f par rapport à chacune de ces variables x1 jusqu'à xn. Donc ici, vous aurez la dérivée de f1 sur la dérivée de x1 jusqu'à la dérivée de f1 sur la dérivée de xn appliquée à x. Et vous aurez dans la dernière ligne la dérivée de fp appliquée à x1 sur la dérivée de x1 par rapport à x1 jusqu'à la dérivée de fp par rapport à xn appliqué à x. On en déduit l'écriture suivante. On en déduit. Ça veut dire ici, donc chaque élément xg, chaque élément, la jn élément, ça se calcule comment? C'est la somme. Donc, regardez, par exemple, si vous voulez calculer la différentielle de f par rapport à x1, donc vous devez faire le produit et la somme, produit et somme. Donc, c'est le produit matriciel de la dérivée de g par rapport à x1 au point f de x fois la dérivée de f1 par rapport à x1, ainsi de suite. Donc, c'est 7 vecteurs fois la première, colonne dans la matrice jacobienne de f. Donc, ça s'écrit de la façon suivante. C'est la dérivée de 0f ou bien de grand F par rapport à xg appliqué à x qui se calcule en calculant la somme de i égale à 1 jusqu'à n de la dérivée de g par rapport à yi, f de x, dérivée de fi
sur dérivée de rang de x, g appliqué à x. Ça veut dire si je veux calculer la GM différentielle de f par rapport à xg, il suffit de multiplier le vecteur que vous avez, le vecteur jacobien de la matrice de jacobien de G au point f de x, multiplié, comme c'est un vecteur, donc multiplié par la gm colonne, bien la gm colonne de la matrice jacobien de f au point x. Alors, j'ai un exemple de fonctions composées qui sont différenciables, mais c'est exactement ce sont c'est un cas particulier, mais c'est plutôt un cas particulier. Donc, mais on va l'écrire sous forme d'exemple. Donc, voilà l'exemple suivant. Dans le cas où vous avez les différentiels d'ordre d'ordre plus d'ordre minimal. Donc, vous avez exemple de fonction composée. Alors, l'exemple, c'est la différentielle d'un produit et d'un quotient. C'est pour cela que j'ai dit qu'il s'agit des cas particuliers plutôt que des exemples. Donc, un produit et d'un quotient. Proposition. Alors, soit f et g deux fonctions numériques définies dans un voisinage V d'un point A appartiennent à Rn. Dans un voisinage V d'un point A appartient à Rn et différentiel différenciable au point A. Alors, Fg est différenciable au point A et on a différentiel f fois g est égal le différentiel par rapport à A, G1
plus la différentielle, ici c'est le produit, donc la différentielle de G appliquée au point 1 fois f de 1. Alors, si du plus G ne s'annule pas, c'est ainsi qu'on va parler en fait de la différentielle du quotient. Donc, la condition, tout d'abord, si 2 plus G ne s'annule pas sur B. Alors, F sur G, là, le rapport de F et G, le quotient de F et G, est différenciable au point 1. Et on a différentiel de F par rapport à G au point A est égal la différentielle de F au point A fois G de A moins la différentielle de G au point A fois F de A sur G de A au carré. Si c'est dans le cas où vous avez toutes les choses dans faire, donc toutes les choses ils sont faciles à calculer. Maintenant, les dérivées partielles d'ordre supérieur. Alors, dire les dérivées partielles d'ordre supérieur, ça veut dire, nous avons eu l'occasion maintenant jusqu'à présent de parler des dérivées partielles d'ordre 1. Ça veut dire les premières dérivées. Maintenant, ça se peut que ces dérivées partielles eux-mêmes sont différenciables et elles peuvent avoir des dérivées partielles, d'autres dérivées partielles qu'on appelle des dérivées partielles d'ordre 2, par exemple. Et de la même façon, donc on peut, ces dérivés partiels d'ordre 2 peut avoir des dérivés partiels et continuellement, ça veut dire jusqu'à un ordre supérieur. C'est ce qu'on appelle des dérivés partiels d'ordre supérieur. Je vois ici que vous avez des commentaires. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de noter votre nom, marquer votre présence en écrivant votre nom, prénom sur le plat. Donc, les dérivés partiels d'ordre supérieur, ce sont les dérivées suivantes. Madame, Oui, euh, où on va noter la présence? sur le chat. Quoi? Sur le chat, la discussion. Ah, d'accord. Vous utilisez la discussion du Zoom pour noter votre présence. D'accord? D'accord, madame, merci. C'est notamment, Hiba, s'il te plaît, de noter les noms des présents pour me les rendre vers la fin de la séance. D'accord? D'accord, madame. Merci beaucoup. Alors, on reprend les dérivées partielles d'ordre supérieur sont les dérivées suivantes. Donc, deux, trois dérivées. Donc, tous ces éléments sont utiles par la suite. Donc, je sais qu'il y a certains parmi vous pour ça, donc ce sont des choses que vous connaissez. Mais il y a d'autres personnes, euh, en fait, qui ont oublié, en fait, c'est surtout ceux qui viennent de reprendre leurs études après une coupure. Donc, ça permet quand même de rafraîchir leur mémoire
Et tous ces éléments-là, on en aura besoin par la suite. C'est surtout que ce soit dans les calculs qui permettent de faire des études liées à la courbe, liées aux courbes, et même pour ceux qui sont liés aux surfaces et propriétés. Alors, on va supposer que nous avons une fonction f définie sur 1 over O de Rn à valeur dans R. On va admettre que l'over O, l'over O du dérivé partiel, ça veut dire que la fonction a des dérivés partiels sur l'over O par rapport à chacune de ces variables. Donc, soit f, une fonction définie sur 1 over O de Rn, à valeur dans R, admettant sur l'over O, admettons que sur l'over O, donc admettons sur l'over O, ça veut dire la fonction, on va admettre que la fonction admise sur l'over O des dérivés partiels par rapport à chacune des, des variables. Alors, on va parler tout d'abord des dérivés partiels d'ordre 2. Ça veut dire que la fonction des rangs de f par rapport à des rangs de x et y, chaque dérivée partielle peut avoir elle-même peut avoir elle-même des dérivés partiels. Ça veut dire qu'on peut avoir des différents partiels, dérivés partiels qui sont différenciables et qui admettent des dérivés partiels à leur tour. Donc, c'est ce qu'on appelle des dérivés partiels d'ordre 2. Et on va voir des exemples de dérivés partiels dans ce cas. Voilà. Pour toute i appartient varie de 1 jusqu'à n, la dérivée partielle des rangs de f par rapport à x, i, définie sur l'ovaire O à valeur dans R
peut à son tour admettre des dérivés partiels. Pour A appartient à O, on note par donc dérivé partiel d'ordre 2 des rangs de x, g, des rangs de x, i, appliqué à A est égal à la dérivée par rapport à la gm composante de x, de la variable, de la dérivée partielle de f par rapport à x, i, appliqué à A. Donc, des rangs de f au carré de f par rapport à des rangs de xg, des rangs de xi, et dites dérivée partielle, et dites dérivée partielle d'ordre 2 de f. Pour simplifier, dans le cas où vous avez c'est-à-dire pour simplifier, pardon, donc on note théorème au carré de f sur la dérivée de xi, dérivée de xi, théorème au carré f, dérivée de xi au carré. Ça veut dire, s'il s'agit de la dérivée par rapport à la même variable, donc il suffit d'écrire des rangs de e carré f sur la dérivée de x, i carré. On définit par récurrence les dérivées partielles suivantes d'ordre P d'une façon générale. Donc, on définit par récurrence les dérivées partielles d'ordre P de f. On note alors la dérivée, la PM dérivée partielle de f via la dérivée partielle d'ordre pi de f des rangs de xi1, des rangs de xi2 jusqu'à la dérivée des rangs de xip est égale à la dérivée de rang xi1 de la dérivée d'ordre p-1 de f par rapport à la dérivée xi2
xi3 jusqu'à xi. Alors, pour généraliser la notion de la classe, des fonctions de classe C1, que nous avons déjà vu, alors on a dit qu'une fonction est dite de classe C1 si elle possède des dérivés et que ces dérivés sont continus. Maintenant qu'on a étudié les dérivés partiels d'ordre supérieur, alors on dit qu'une fonction est de classe CP si elle possède d'une façon générale des dérivés partiels jusqu'à l'ordre P et que tous ces dérivés sont continus. Maintenant, si la fonction elle possède des dérivés d'ordre n'importe quel ordre, ça veut dire d'ordre infini, donc on dira que la fonction elle est de classe C infini. Donc, c'est l'objet de la définition suivante. Définition. On dit que f est de classe CP sur l'over O si f possède toutes les dérivées les dérivés partiels d'ordre P si celles-ci sont continues continues dans, alors si f admet des dérivés partiels, continues de n'importe quel ordre, on dit que f est de classe C infini dans l'over
Alors, un exemple trivial d'une fonction de classe C infinie, ce sont des fonctions polynômes de n variables réelles et et sont de classe C infinie. Ça veut dire qu'elle admet une infinité des dérivés partiels qui sont tous continus. Alors maintenant, on va parler du théorème de Schwartz. Alors, si vous avez une fonction f qui est définie d'un over O de R2 à valeur dans R et qu'elle admet les dérivées partielles secondes, ça veut dire la dérivée, si les variables sont notées par x, y, ça veut dire que vous avez la dérivée, seconde dérivée par rapport à x suivie de la dérivée par rapport à y. Et sa deuxième dérivée qui est l'inverse, donc c'est la dérivée de f par rapport à y suivie de la dérivée de f par rapport à x. Alors les fonctions qui sont les fonctions dérivées, les deux fonctions dérivées, si elles sont continues, alors elles sera permutable. Ça veut dire on peut permuter les variables, d'accord? Calculer la dérivée de x par rapport à y suivie de la dérivée de f par rapport à x revient à calculer l'inverse. Donc, c'est l'objet du théorème de Schwartz. Donc, théorème, théorème de Schwartz, Schwartz, soit f une fonction définie sur un over, sur un over O de RK à valeur dans R. On suppose que F possède sur O les dérivés secondes diront au carré de f sur la dérivée de x, dérivée de y, et diront au carré de f sur la dérivée de y, dérivée de rond x. Alors, si les fonctions rond u carré de f par rapport à x par rapport à y, et la fonction de rond au carré de f par rapport à des ronds de y, des ronds x sont continues, on a un point AB de O. Alors,
des rangs carrés de f, des rangs x, des rangs y, appliqué à b est égal des rangs carrés f, des rangs y, des rangs x, à b. Donc, voilà. Donc, c'est l'idée du théorème de Schwartz. On peut bien évidemment généraliser aussi ce théorème-là, donc pour des fonctions dérivées partielles d'ordre supérieur. Donc, le théorème de Schwartz peut être généralisé tout simplement donc, lorsqu'il s'agit des dérivées partielles d'ordre pi et que ces fonctions-là sont tous continues. Donc, les dérivées partielles ont un rôle qui est symétrique. Ça veut dire la valeur de la dérivée partielle ne se change pas lorsqu'on change l'ordre des dérivées des variables par rapport à laquelle on fait la dérivation. Donc, c'est l'objet de la remarque qui suit. Remarque. Le théorème de Schwartz se généralise à une fonction f, Rn à valeur dans f, de classe Cp. Alors, donc la Cp, ça veut dire la demi-dérivée partielle, mais les dérivés, ils sont aussi continus. La dérivée partielle d'ordre P des rangs de P appliqué à f, donc appliqué à la dérivée par rapport à la dérivée de xi1, des rangs xi2 jusqu'à des rangs xi et est une fonction symétrique symétrique de I1 à valeur dans IP, c'est-à-dire la valeur de la dérivée partielle d'ordre P ne change pas lorsqu'on change l'ordre des dérivations successives. Lorsque on change l'ordre des dérivations successives.
Alors, je vais terminer par les dérivées partielles successives de fonctions composées. Et après, je vais prendre vos questions. Donc, si vous avez des questions pour la suite. Donc, 2, 3, 2. Nous avons les dérivées partielles successives de fonctions composées. Alors, on considère f une fonction définie de Rn à valeur dans Rp, soit f une fonction définie de Rn à valeur dans Rp, admettant des dérivées partielles successives en X. Admettant donc des dérivées partielles successives en X. Et G, une fonction définie de Rp à valeur dans R, admettant des dérivées partielles successives en Y est égal à f de X. Alors, G, une fonction définie de Rp à valeur dans R, admettant des dérivées partielles successives en Y est égal à f de X. Faisant f est égal à 0f. Alors, non. Le faisant f est égal à G rho f, défini de Rn à valeur dans R, on a f de X est égal à G f1 x1 xn, f2 x1 xn, fp x1 jusqu'à xn. Alors, d'après un calcul précédent, nous avons, d'après un calcul précédent, on a la dérivée de f par rapport à la dérivée de xi appliquée à x est égale à la somme de g égale à 1 jusqu'à p des rangs de g
des rangs de YG appliqué à f de x, des rangs de FG sur des rangs de XG appliqué à x pour toute I appartient à 1 jusqu'à n. Supposons maintenant que la dérivée de f, la dérivée de f par rapport à des rangs x, i, admis des dérivées partielles au point x. Supposons que la dérivée de f par rapport à x, i admet des dérivées partielles. Au point x. Alors, nous avons des rangs sur des rangs de xk, des rangs de f par rapport à des rangs de x, i, appliqué à x est égal la somme de g égale à 1 jusqu'à p, des rangs sur des rangs de xk, des rangs de g sur des rangs de yg, f de x, fois des rangs de fg, des rangs de xi, appliqué à x, plus la dérivée de g par rapport à yg, appliqué à f de x. C'est la dérivée de fg sur des rangs de xk, des rangs de xi, appliqué à x. Ici, vous avez un crochet. Calculons maintenant la dérivée. Calculons des rangs sur des rangs de xk, des rangs g sur des rangs de yg, appliqué à f de x. Et posons h est égal des rangs de g sur des rangs de yg, on obtient des rangs sur des rangs de xk, h rho f appliqué à x, c'est égal à la somme de i égale à 1 jusqu'à p, des rangs de h sur des rangs de y l, appliqué à f de x, donc des rangs de f l appliqué à x, sur des rangs de xk. Donc, ceci est égal à la somme de L égale à 1 jusqu'à P, des rangs au carré G sur des rangs de YN, des rangs YG de F de X, des rangs F, L sur des rangs XK, X.
d'où d rond au carré de f sur d rond xk, d rond xi appliqué à x est égal la somme de g égale à 1 jusqu'à p, somme de L égale à 1 jusqu'à P, des ronds carrés G, des ronds YL, des ronds YG, f de x, des ronds de f, L sur des ronds de xk appliqués à x. Fois, alors je n'ai pas assez d'espace, donc continuer. Je vais revenir à la ligne fois la dérivée de f g des rangs de xg, de xi, pardon, appliqué à x, plus la dérivée, la somme de g égale à 1 jusqu'à p, des rangs de g sur des rangs de yg, f de x, des rangs au carré de fg sur des rangs de xk, des rangs de xi, appliqué à x. Voilà, donc, sur ce, je termine la partie de cours d'aujourd'hui. Je vais prendre vos questions tout de suite. Alors, si vous avez des questions, je suis à votre écoute.